bien sûr, la vérité émerge. Merci de nous faire encore confiance et de venir vivre ce rendez-vous du jeu de verbal sur Info Télévision. Une autre opportunité de donner nos avis pour parler de mes invités, bien sûr, sur les sujets qui font l'actualité au Cameroun. Et l'actualité, c'est bien sûr cette réunion, cette conférence des gouverneurs qui se tient ici même à Yaoundé et qui nous offre l'occasion de discuter ce soir. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, notamment la question de réduire la quantité des accidents de la circulation au Cameroun. Bien sûr, les gouverneurs par bien sûr le patron, le MINAT, envisage de réorganiser la circulation au Cameroun. On se rappelle qu'en 2007, il avait été question que les gros porteurs ne roulent que dans la nuit, permettant aux autres de circuler en journée. Et puis, cette note avait été annulée. On s'achemine vers un retour justement à ce type de fonctionnement, non sans parler des motos-taximens qui également seront touchés dans cette organisation. Quel impact après pour la population camerounaise? On en parle ce soir. Il est également question de parler du discours de haine, de menaces de la paix, de menaces à la paix, bien sûr des tentatives de déstabilisation du Cameroun. Le MINAT frappe encore du poing sur la table et interpelle certains partis politiques, notamment certains hommes politiques également. On parle de Maurice Kamto et de Cabral Libi, bien entendu à la tête respectivement du MRC et du PCRN qui reviennent encore dans la dernière sortie du MINAT. On va évidemment en parler ce soir. Comprendre l'insistance du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi à mettre en garde ces deux hommes politiques. Quel impact pour les élections à venir au Cameroun? Voilà la vitrine de votre émission. Et bien sûr, en troisième arrêt, on parlera justement de démocratie. Les actualités précédentes nous menant à cette réalité-là, finalement, au Cameroun et dans le monde, puisque je parle de l'Afrique en général. Est-ce qu'on peut parler de démocratie en Afrique en ce moment? Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour, et on dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont et demeurent le même. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur et l'opportunité d'apporter votre contribution, bien sûr, au cours de cette émission. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage. Very short message, please. Vraiment, donnez-les-moi court pour me permettre de lire le maximum de messages tout au long de cette émission. Et je rappelle également que pour tous les amoureux des tabloïds, vous avez notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Vous pouvez de ce côté-là, bien sûr, également contribuer. Et nous ferons le mieux que nous pourrons pour les rendre officiels. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Simon Bila qui est encore avec nous ce soir. Et bien entendu, il parlera sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun. C'est encore un plaisir de vous accueillir. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Bonsoir Rosalie, bonsoir le monde qui nous écoute. Bien sûr, vous avez précisé qu'il est encore. Oui, bien sûr. Donc c'est un plaisir pour moi d'être encore invité ici et surtout de partager nos expériences. Comme le dit bien, il faut vivre ensemble. Et le vivre ensemble nécessite des règles d'amitié, les règles de démocratie, les règles de justice, etc., pour qu'on puisse s'exprimer librement et dire ce que nous pensons. Merci d'avoir accepté. Lui également, il est bien installé. Angelo Toueli, il sera la voix du PCRN sur ce plateau. Merci d'être là et bienvenue. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur la chaîne du Vivre Ensemble, la télévision de proximité. Et bien sûr, Émile Messi qui va porter la voix du RDPC tout au long de cette émission. Il est encore bien installé sur le plateau du Grand Soir. Bienvenue Émile. Merci de m'accueillir Rosalie. Bonsoir, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV et notamment de cette émission, le grand débat, le Grand Soir, qui est une véritable messe lorsqu'il est 17h au Cameroun et dans le monde. Donc je suis content d'être là et surtout de porter la voix du grand parti du Cameroun, le RDPC. Voilà, toujours attendu Willy Mungue sur ce plateau. Nous, on va rentrer dans les débats, si vous le permettez. On parle justement de ces accidents de la circulation. Je ne vais pas revenir sur la série noire que nous vivons sur nos axes routiers ces derniers jours. Et bien sûr, le ministre de l'administration territoriale préside donc en ce moment la conférence des gouverneurs du côté de Yaoundé, ici même dans la capitale politique
politique du Cameroun. Et il en a donc profité pour faire un point sur cette situation, la situation des accidents au Cameroun, invitant bien sûr l'implication de l'administration désormais dans la réduction de ces accidents de la circulation-là. Il est revenu justement sur cette loi de 2007 qui visait à encadrer la circulation des véhicules gros porteurs sur certains axes routiers, et il mérite justement qu'on en revienne, pourquoi pas, à ce fonctionnement-là pour préserver un tout petit peu les automobilistes sur la route. Et bien sûr, il est également revenu sur les cas d'agression et autres signalés par les forces de maintien de l'ordre, avec la complicité des motos taxis pour beaucoup dans certains crimes tels que la vente des drogues, les trafics d'armes et autres. Donc il aimerait également que ce secteur soit également touché afin que les Camerounais soient un peu plus en sécurité. Simon Bila, un peu plus en sécurité, un peu plus tranquille. Vous avez l'impression que c'est une réorganisation qui peut aider à réduire les accidents de la circulation au Cameroun ou pas? Oui, je l'espère, surtout la formation des hommes. Les routes, vous savez, au Cameroun, les routes posent un problème très très important. Sauf que là, il n'a pas évoqué justement les routes. Il a parlé des administrateurs, dont les gouverneurs qui devraient s'organiser pour que les voitures ne circulent plus en désordre. C'est plus un problème. Si les voitures doivent circuler, il faut les routes. C'est ce que nous manquons, l'état des routes. Et surtout, les chauffeurs ont des véhicules peut-être qui ne sont plus en bon état, vu les nids d'éléphants partout, les voitures sont cassées. C'est dommage que nous avons beaucoup de morts sur nos routes. Il faut vraiment essayer de sensibiliser tout le monde. En essayant de sensibiliser tout le monde, mais on commence par... moi, je commencerai par l'état de route, et je suivrai par l'état des véhicules, et enfin ceux qui les conduisent. Bon, les accidents sont un peu partout. Quand vous jetez un coup d'œil à ce qui se passe, même en France, le week-end, c'est en centaines d'accidents et en centaines de morts. Pourquoi? Nous courons la vitesse. Et comme nous sommes en période estivale, on peut comprendre que le marathon soit un peu plus intense qu'en temps normal. Oui. Nos villes sont remplies de voitures qu'on appelle des congelées. Bon, ce sont les journalistes extérieurs qui le disent. Donc, de vieilles voitures qu'on a déjà utilisées. Bon, je crois que tout ceci concourt pour que nous ayons le résultat des accidents, les pneus qui sont déjà usés. Bon. Donc, réorganiser la circulation, pour vous, ne va pas suffire à réduire les accidents sur nos routes? Non, j'espère que organiser, bon, chacun route à droite, jusqu'à présent, c'est ça, l'organisation. Il y a énormément de véhicules, mais je mets l'accent sur l'état des voitures et l'état de la route. Ouais. Les deux concourent à augmenter le nombre des accidents. Angelo Toli, une initiative qui peut aider, qui peut contribuer à réduire les accidents de la circulation au Cameroun, ou pour vous, ce n'est pas là où il faut aller chercher? À la vérité, pour des statistiques qui nous parlent de plus de 3000 morts par an, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Monsieur Mbila disait tout à l'heure qu'il y a l'état des routes. Il faut préciser que nous avons des routes assez étroites et très sinueuses. Ce qui fait que la principale cause d'accidents de circulation, c'est généralement les dépassements. Il faudrait, comme le régime en place ne peut pas à l'immédiat agir sur les routes, il faudrait que les conducteurs, eux, prennent conscience du fait que, malgré qu'ils aient des véhicules de 2020 avec une bonne vitesse, nos routes ne sont pas les routes de 2020. Nos routes sont les routes des années 70 qui sont limitées à une certaine vitesse, qui c'est 90. Et on dit l'excès, c'est à 110. Ça, c'est le cas de dépassement sur les lignes droites. Donc, comme nos routes sont sinueuses, je crois que les Camerounais, les chauffeurs, à tout moment, doivent prendre des dispositions pour préserver déjà leur vie et la vie des différents passagers. Maintenant, le ministre a voulu se prononcer et prendre des mesures à son niveau.
Je crois qu'il y a une batterie de mesures qui devraient être prises, qui vont l'aménagement de routes, parce qu'il y a un triangle qui est extrêmement dangereux au Cameroun. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. On aurait pu, depuis lors, ça fait 42 ans qu'ils sont là, faire des autoroutes. Et que si vous avez lu le rapport de ces différents accidents, vous allez vous rendre compte que c'est généralement les collisions. Les véhicules qui viennent en sens contraire. Justement. Dans des grandes routes de circulation, l'avantage de l'autoroute, c'est l'existence d'un terre-plein. Ouais, la séparation. C'est pour éviter justement ce type de collision. Et je crois que quand ces mesures sont prises, quand les chauffeurs sont sensibilisés, et moi j'ai pensé à autre chose. Vous savez, si vous allez chez le concessionnaire d'électricité au Cameroun, il y a 10 ans, parce qu'on travaille avec eux en partenariat, ils avaient mis dans leur véhicule un système de tracking auto qui limitait la vitesse à 90 km/h. Je crois que c'est une mesure qui peut être prise pour les transporteurs qui sont en permanence en route, de telle sorte qu'on mette ce système de tracking à plus de 90, le véhicule crie. Parce que le pick-up de Néo, c'était ça à l'époque. Quand vous avez plus de 90, il commence à crier. Ça permet de suivre même à distance, ça permet même de mettre le chauffeur mal à l'aise quand il a un excès de vitesse. Je crois que c'est des mesures comme ça qui peuvent aider. Parce que si on dit rouler seulement la nuit, nous savons que dans des... Ce système, il est un peu coûteux aussi. Non, mais ceux qui veulent exploiter, faire du business, ils mettent ça en charge. Parce que la plupart du temps, regardez ce qui s'est passé récemment avec le décès de l'international Landry Nguemo. Le ministre a pris des mesures fortes contre la dame qui était propriétaire du camion, et il est même allé jusqu'à impacter son affaire avec d'autres véhicules. Si elle est suspendue pour 3 mois, pour 1 an, le manque à gagner est tellement énorme que s'il faille investir, je dis n'importe quoi, 100 000 francs pour mettre ce système dans chacun de ces véhicules, ils seront preneurs. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'apporter des solutions qui peuvent être efficaces, qui sont réalistes. Je vous dis, c'est que je vous parle de tracking auto. Ils peuvent aller à l'époque, c'était AES. C'était déjà dans le pick-up. On peut adapter ça pour tous ceux qui font le transport, pour les cas de sable et autres qui causent aussi énormément de dégâts. Et enfin, on peut interroger, on a parlé tout à l'heure de la qualité des véhicules. Comme c'est des congelés, ce n'est pas des véhicules neufs qui arrivent. On peut, de manière, c'est les décisions et autres, c'est un collège, c'est le ministère du Transport et autres qui peuvent s'organiser pour que ce type de véhicules qui sont récurrents sur nos routes aient une visite technique trimestrielle, que chaque trimestre. Peut-être ça va être coûteux, mais on peut prendre des mesures de telle sorte que... Non, la visite technique c'est pas coûteux. Oui, si tu as une bonne voiture, c'est 10 000, ça a augmenté, c'est peut-être 12 000 maintenant. Donc pour les gros porteurs, ça peut... 18 000, c'est maintenant arrivé à 18 000. Oui, on a doublé. D'accord. C'est un double tout maintenant. Parce que c'était 10 000, après c'était 12 000. Donc c'est déjà 18 000. Je n'ai pas fait de visite technique. Si c'est 18 000 pour une année, ces véhicules qui sont constamment en route, on ne peut pas les checker une seule fois l'an. C'est des vieux véhicules, on peut le faire de manière trimestrielle. Si c'est 18 000, on ramène ça à 500 000 tous les trimestres. Qui ramène? Est-ce que le service rendu sera réduit parce que tu vas venir 3 fois? Madame Guessele, de manière particulière, l'État une réduction pour les entreprises. Ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement qui nous gère a besoin absolument de prendre des mesures pour permettre de limiter les accidents de la route. Cette mesure, c'est une proposition en bien sûr. Pour être prise. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises. On n'est pas obligé tous d'être sur l'axe lourd parce que c'est les périodes de vacances. Quid du transport aérien? Pourquoi ne pas avoir développé ce transport qui permette aux gens de quitter de Yaoundé pour Bafoussam? Que fait Cameco? Donc, c'est toi qui as dit qu'ils ne sont pas prêts à nous donner les routes. Non mais c'est toi qui es là sur l'avion. Oui, je dis on est dans des mesures globales. Ils ont tous les moyens possibles de le faire. Mais tu as éliminé la route. Non, on n'a pas moyen de la route. On a parlé de la route. Mais il faut acheter l'avion. Madame Guessele, on a parlé de la route. Je vous ai parlé du triangle qu'il faut aménager avec des autoroutes. Quand on fait le calcul, ils ne peuvent pas donner les routes. Voilà, Yaoundé, c'est 200. Yaoundé, Bafoussam, c'est 250. Yaoundé, Bafoussam, c'est dans les 215. Douala, Bafoussam, c'est dans les 250. Quand on fait la somme, on aurait pu mettre à disposition des Camerounais 700 km d'autoroute. Ce n'est pas la mer à boire. Ça, c'est les mesures.
À côté de ça, il faut multiplier les types de transport. C'est le train. Qu'est-ce qui fait que Cambrai ne permet pas aux Camerounais de se déplacer 2 fois par jour pour aller à Douala? Qu'est-ce qui empêche que de Kribé à Koussiri, qu'on ait un train pour permettre de desservir ces zones-là? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Maintenant, les mesures cosmétiques que le ministre veut prendre, il est dans la communication politique pour dire que oui, bon, ok, j'ai aussi fait quelque chose. Dans tous les cas, on est là, on verra si ça va faire inverser la courbe, qui est de plus de 3000 morts chaque année. Émile Messi, Angelo Toueli trouve que ce sont des décisions cosmétiques qui ne vont pas véritablement impacter la réduction des accidents de la route au Cameroun. Et pourtant, le ministre a envie justement que l'administration s'implique également dans ce combat qui devient finalement général aujourd'hui. Parce que à force de compter nos morts sur nos routes, on n'en a plus envie aussi. Hein. Non, moi je crois que ce sont des solutions et des idées de M. Toueli qui sont cosmétiques. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous-même, vous avez été témoin lorsqu'il pense qu'il fallait plutôt renforcer le trafic au niveau du train, au niveau du transport aérien, alors que nous sommes encore sur des choses basiques. L'essentiel ou la quasi-totalité des Camerounais, c'est encore en route. Donc, Toueli nous amène au niveau du transport aérien et du train. Je crois que ce sont ces solutions qui sont cosmétiques pour l'instant. Pour dire que le ministre de l'administration territoriale est effectivement, moi je veux me croire qu'il nous a suivis ici il y a 2 jours parlant de ces accidents-là, où moi j'avais défendu la thèse selon laquelle c'est l'homme qui reste au centre de tous ces mouvements d'accidents. Tant que nous n'aurons pas sensibilisé l'homme sur la façon d'entretenir la voiture, sur la façon de conduire, et même la route, l'impact de l'homme sur la route, parce que n'oubliez pas que la voiture ne se déplace pas d'elle-même. La route est là parce que nous l'avons créée, et la route est gâtée parce que l'homme a eu un impact sur la route, et puis il faut réparer. Aujourd'hui donc, oui, la solution, je suis d'accord avec le ministre, qui pense qu'il faut arranger l'état des routes. D'accord, mais la plupart des accidents que nous avons aujourd'hui, quand on a l'excès de vitesse, ça veut dire que lorsque la route est bien arrangée, on est tenté d'aller aussi plus vite, parce que chaque chauffeur au Cameroun est très rapide. On entend aussi les risques d'accident. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas arranger les routes, mais c'est pour ramener la conscience aux automobilistes. C'est-à-dire que la route soit mauvaise, il faut aller doucement, parce que l'état même de la voiture en dépend. Parce que la route est bonne, ce n'est pas une raison pour laquelle il faut aller peut-être à 180 à l'heure. Donc, lorsque vous êtes au volant et que vous vous rendez compte que l'accident dont on parle pour les uns des autres, là, que ça peut aussi vous arriver, alors ça vous ramène à la prise de conscience de la situation et dire que ce qui arrive aux autres partout là, ça peut aussi m'arriver à tort ou à raison. Donc, moi je crois que le ministre de l'administration territoriale, en tant que le garant de la paix sociale, en tant que le garant même parce que là-bas, au ministère de l'Administration, il y a toute une direction de la protection civile. Ouais. Vous voyez donc tous ces accidents qui sont partout là incombent également à l'administration territoriale. Donc c'est le convoque dont les gouverneurs aujourd'hui pour être un peu plus vigilants dans l'administration du territoire, notamment en ce qui concerne la circulation, en ce qui concerne tous ces gourmets que vous avez indiqués là et autres choses, prendre des mesures pour qu'un certain nombre de faits, parce que je ne suis pas dans la réunion, je n'ai pas les détails du cahier de charges qu'il va dérouler pour que la circulation avec le contrôle routier et tout ce qui comporte au niveau des policiers, au niveau de la gendarmerie, c'est eux les patrons de ces gens-là. Ils auront naturellement des instructions précises. La nuit, est-ce qu'il faut que les gros porteurs-là roulent? Est-ce qu'il faut que ces gros porteurs-là... Moi, j'aimais souvent quand je roule sur la route Yaoundé-Douala, les gros porteurs-là, ils régulent parfois la circulation dans la journée. C'est-à-dire quand un gros porteur est devant vous, là, vous êtes obligé d'aller. S'il n'y a pas les moyens de doubler, mais vous vous arrangez. Donc, si on dit désormais que ces gros porteurs-là marchent uniquement le jour, moi je suis parfaitement d'accord. Dans la nuit. Le jour, qui circulent uniquement le jour. Parce que dans la nuit, vous savez très bien que la conduite devient plus compliquée. Bon, on sait aussi que la nuit, il y a moins d'automobilistes sur la route. Et c'est pour ça que ça devient le trafic est intense aussi. Dans la journée, on a la visibilité, on peut bien apprécier un tournant, on peut bien voir des choses que la nuit ne nous permet pas toujours de voir. Parce qu'il n'y a que des petits phares là. Parfois, vous allez voir un gros truc qui est garé quelque part. Et puis, bref, c'est diversement affiché. En tout cas, les professionnels vont voir la bonne conduite et tenir. Mais dans la journée, les excès de vitesse doivent être... Parce que quand on dit que le contrôle routier suit des axes là, ça ne doit pas seulement être là pour
faire d'autres choses que de réguler la route. Vous allez voir un état de voiture qui a des pneus même qu'on n'a pas changé, des vidanges qui ne sont pas faits dans les règles de l'art. Et tout ça fait que la voiture n'est pas toujours dans de bonnes conditions. Moi, j'ai dit, il faut arranger des routes, oui, mais également une bonne prise de conscience des automobilistes qui doit être au volant de la voiture aujourd'hui pour porter même les clients, pour porter les transporteurs, pour dire que je fais le transport en commun. Tout cela doit être revu. Même les enquêtes de moralité. C'est une question de vie humaine aujourd'hui. Donc, moi, on fait les enquêtes de moralité à qui? Au chauffeur, avant de te donner par exemple le permis de transport en commun. Transport en commun. C'est-à-dire que... C'est faisable ça? C'est faisable. Et effectivement, parce qu'on pense que la conduite, c'est tout le monde qui peut se lancer comme ça pour porter des vies humaines. Voilà où nous en sommes, c'est bien faisable. Donc, je paye pour aller faire mon permis de conduire et on me fait une enquête de moralité pour savoir si je dois aller à l'école. Il ne suffit pas, justement, c'est justement ce qu'on dit auto-école. C'est une école. Oui. Donc, il ne suffit pas seulement de payer pour dire que vous devez avoir votre permis. C'est une école comme les autres. Vous pouvez payer que je vais aller à l'école et vous échouez. Non, ça, je suis d'accord. C'est pas ça. Que vous payez votre argent et vous, on doit vous donner votre permis. Je parlais de... un enseignement, une formation qu'on doit vous donner. Je suis d'accord. Vous devez valider cette formation. Non, je parlais de l'enquête de moralité qui rentre maintenant dans des modules de formation. Ah, d'accord. Vous souhaitez que ça fasse partie des examens? Bien sûr, quand on vient au code de moralité, c'est un examen psychologique. C'est la précision qu'il faut. C'est des tests qu'on doit vous faire. Oui. Non, je dis, si quelqu'un, de façon naturelle, constitutionnelle, a un certain nombre de handicaps qui ne lui permettent même pas de conduire, il faut tenir compte. Oui, bien sûr, ça si vous n'avez pas les yeux, une bonne visibilité, la vue, c'est des béabas. Dans notre contexte, qui vous regarde ça? Si vous, l'audition, il y a des chauffeurs, mais tu là, il ne te suit pas. C'est des petites choses qu'on néglige. Mais si on intègre ça dans la formation des chauffeurs, vous verrez que ça sera peut-être dur, mais au finish, si le travail est bien fait, on peut avoir des chauffeurs de qualité, de bonne qualité, à qui on va dire, voilà, il faut faire ceci, la signalisation, le bruit de ceci et tout ça. Il peut y avoir un accident, le chauffeur va te dire que lui n'a même pas suivi que la voiture venait derrière, ou bien il n'a pas vu ce qui venait devant. Mais qui va vous dire? L'accident a eu lieu. Mais c'est des causes qui peuvent bien expliquer les accidents. Donc c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, oui, monsieur le ministre de l'administration centrale, vous avez le charge de faire la sécurité du territoire en menant des mesures, mais ces mesures ne peuvent être efficaces que si les automobilistes ont pris suffisamment conscience. Et là aussi les syndicalistes, les transporteurs et tout le monde là, on doit les mettre en branle. On ne va pas éradiquer totalement les accidents, mais on pourra bien les réduire considérablement. D'accord. Vous vouliez réagir, Simon Bila? Oui, je voulais réagir que le plus important est oublié. Il fait très chaud. Et les chauffeurs qui doivent faire des centaines de kilomètres ont soif, ont faim. Et il y a partout les bars. Et deux bières peuvent aussi aider à rouler plus vite, mais aussi... Plus mal. Oui, la boisson au volant. Je crois qu'en Europe, on contrôle surtout les chauffeurs. Est-ce qu'ils ont bu? Le système... L'alcotest. Oui, oui. Il faut vérifier en permanence le contrôle des gendarmeries. Est-ce qu'il y en a des chauffeurs qui ont bu là-dedans? Vous trouvez au moins 50% sont à moitié sous. Au moins 50%. Parce que le gros camion, là, il y a les chauffeurs qui disent que s'il ne prend pas ces 2 bières, il ne peut pas arriver à Douala. Ou ces 3 sachets. Oui. Ben, ça donne un peu de force, dit-il. Donc la boisson joue aussi peut-être un rôle important. Donc il faudrait un petit mode qu'on puisse faire des alcotests sur les routes. Dans cette affaire aussi, je suis surpris que le ministère du Transport, je croyais qu'il faisait aussi son travail, puisque sur la route maintenant, vous avez des équipes du ministère du Transport qui font le contrôle, qui barrent la route et qui surveillent. Donc l'AT a un rôle, mais le ministre du Transport a aussi son rôle. Et l'État a complètement oublié le rôle de l'État. Avant, il y avait les SOTUC. Et entre Douala et Yaoundé, il devait avoir les moyens officiels qui relient les régions. On a complètement oublié que l'État devait aussi jouer ce rôle. Ailleurs, l'État joue le même rôle, comme il a soulevé le problème des avions. Oui, l'État avait Camer. On avait des avions.
Et le temps de la conjugaison est important. Entre Douala, Garoua, même Bafoussami avait des avions. Et tout ceci, je ne sais pas pourquoi tous ces avions sont où. Comme les avions sont en l'air, il y a des chasseurs, ce sont les oiseaux, je ne sais pas. Non, il y a toujours des avions. Les avions sont toujours là. Ils ne sont pas exploités. C'est exploité. Et la sortie n'existe plus. L'État, c'est bien beau de mettre tout le poids sur la population. L'État a une responsabilité majeure pour qu'on puisse se déplacer. Et vous voyez, Douala Yaoundé, il y a un chemin de fer, mais celui qui gère le chemin de fer aujourd'hui ne s'occupe pas des passagers. Grosso modo, il ne s'occupe pas. Et l'État est là, et on fait même un chantage. Quand vous voulez prendre un billet de transport Douala Yaoundé, ils augmentent jusqu'à 10 000, et l'État doit intervenir pour que ça soit un peu moins. Et le jeu qu'ils font maintenant, c'est l'État qui supporte tout. Puisque, on va dire, il y a 500 places fois 5 000 d'intervention de l'État. Les trains roulent à minuit ou ne roulent même pas. On fait payer l'État, je ne sais pas combien de millions. Ce sont des choses qui se font, mais en réalité, la population est presque abandonnée. Quelle est l'assurance que nous avons, surtout si quelqu'un veut se déplacer? Voilà Yaoundé. Si vous avez votre véhicule, on a augmenté le gasoil, on a augmenté l'essence. Bon, partout il y a des coupeurs de route, hein, n'oubliez pas ça. Les coupeurs de route vous ruinent en mi-chemin. Ce ne sont pas des contrôles. Vraiment, les coupeurs de route, ils veulent que vous payiez. Il faut payer, il faut payer. Tout le monde paye d'ailleurs. Donc tous ces problèmes maintenant, il faut soulever tous ces problèmes. Si l'AT veut vraiment comprendre ce qui se passe, mais c'est une situation catastrophique. Non seulement nous devons mourir pour l'état des routes, l'état des voitures, l'alcool, l'insécurité. Il n'y a même pas les voitures de transport de l'État bien assurées. L'État ne fait rien. Ne fait rien du tout. Ailleurs, il fallait des moyens de transport sécurisés par l'État. Mais jusqu'à présent, certains oublient peut-être, ou bien manque de volonté, je ne sais pas, ou bien ce n'est pas au programme. Mais on ne peut pas tout à fait mettre sur le dos des civils ce que nous devrions faire. Quelle est notre participation? Donner les ordres, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes, l'État? Vous voulez également réagir? Oui, ce que M. Simon Bila vient de dire est parfaitement vrai. Parce que quand on écoute Emile Messi, on a l'impression qu'il veut dégager la responsabilité de l'État. Voilà. Ce n'est pas possible. Il est vrai, et nous sommes d'accord, que c'est nous qui empruntons ces routes. C'est nous qui sommes au volant. Nous devons faire attention parce qu'il y va de nos vies. Nous perdons des amis, nous perdons des êtres chers et autres. Ça a un coût sur le plan social et sur le plan économique d'ailleurs. Mais, parce qu'on sait que, voyez-vous, vous pouvez être sur la route, vous êtes à 70 km/h. Mais un mauvais dépassement ou alors quelqu'un qui veut éviter subitement un nid de poule se retrouve en face de vous. En face de vous. C'est un accident. Vous n'étiez pas en excès de vitesse. C'est pas un nid de poule, c'est un trou. L'expression consacrée, c'est celle-là. Quand vous regardez la route Douala pour aller vers Bafoussam, vous vous demandez si vous êtes encore dans un pays en plein 21e siècle. Si l'émergence dont on parle, on est en train de la projeter. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a davantage d'accidents sur la route parce que tout le monde se déverse sur ce petit axe lourd qu'on appelle, et qui a à peine l'âge de 10 mètres. Ce petit axe où 3 véhicules ne peuvent pas être au même niveau. Parce que justement, la manœuvre la plus meurtrière au Cameroun, c'est le dépassement. Voilà. Mais si la route était suffisamment large, qu'est-ce qui empêche que celui qui dépasse passe au milieu parce que la route est suffisamment large? C'est parce qu'elles sont trop étroites. Elles sont extrêmement sinueuses. Ça fait que quand même pas la distance de dépassement n'est pas souvent importante, mais les gens amorcent ce dépassement. Qui a construit ces routes? C'est ceux qui nous ont précédés. Parce que c'est des routes qui datent des années 70. Disons que c'est l'État. C'est l'État. Alors, l'État n'a pas vu qu'en laissant les routes étroites, ça va occasionner les accidents. Donc, l'État est complice des accidents que nous avons. Tout à fait, puisque si, les mesures à temps. Si nous avons des routes des années 70
Et aujourd'hui, nous avons des gros véhicules, des gros cylindrés, qui ont besoin de 200 pour décalamiter le moteur. Voilà. Les routes n'ont pas suivi l'évolution. Et c'est de ça qu'on parle ici, là. Que les routes n'ont pas suivi l'évolution. Quel que soit ce que nous allons dire, nous aurons espéré que le train soit rénové, que les gens prennent davantage le train et qu'il y ait moins de gens sur les routes qui sont en piteux état. Nous aurons espéré que ceux qui ont les moyens, qui veulent bien, prennent le train, prennent l'avion pour se retrouver si vous, au nord, même à l'ouest. Si vous prenez le train, vous allez mourir à Ezeka. Mais il faut rénover le rail. Il faut rénover le rail. À la vérité, l'État doit jouer un rôle majeur. Mais maintenant, comme nous sommes conscients que l'État là ne fera rien, parce que la vérité c'est que l'État là ne fera rien. Monsieur Messier vient de nous dire clairement que l'État ne fera rien. Nous devons prendre la responsabilité. Nous, en tant qu'exploitants d'entreprises de transport, de mettre des systèmes de tracking, de limitation de vitesse dans nos véhicules, sur les moteurs. Nous devons prendre les dispositions nous-mêmes d'être prudents, d'éviter les excès de la route. Même si malheureusement... Mais si vous demandez de faire... Oui, puisqu'ils avouent, ils font le constat de leur échec, autant mieux prendre nos vies en main. Parce qu'à la vérité, si l'État ne peut pas défendre, ne peut pas jouer son rôle, il faudra que nous-mêmes nous apprenions à être plus conscients pour nos propres vies. Il faut que je sois un peu plus clair sur un point. Je n'ai jamais dédouané le gouvernement à construire de bonnes routes. Lui-même, Toli l'a dit, que la plupart des accidents occasionnés dans nos routes, c'est des dépassements. Mauvais dépassements. Sur les routes étroites. En attendant donc d'avoir ces routes à 10 voies, soyons prudents. Ne faisons pas de dépassements où nous savons que nous courons des risques. Parce que c'est une question de vie, Toli. Là maintenant, c'est des morts, c'est nos familles, c'est nos compatriotes qui meurent. Est-ce qu'on doit continuer à faire des dépassements parce que la route est petite? Parce qu'on a la voiture adaptée. Parce qu'on a la... Non! Je recommande, moi, humblement, la prudence. Il y a quelques années, il y a eu ce que nous tous nous savons. Il y a eu un accident à Maniaï. Ça a totalement coupé la route de Douala. Les gens avaient déjà pris le car pour se rendre à Douala. Ils sont rentrés à Yaoundé. On a donné l'ordre au bus de prendre assez de gens au train. Les gens sont montés dans ce train-là plus qu'il en fallait. C'est-à-dire brisant toutes les commodités du transport dans les trains. Nous savons ce qui s'est passé. C'est des erreurs humaines. Il faut le dire aujourd'hui. Ce train-là n'a pas porté les gens dans des conditions normales. Et on a vécu ce que nous avons vécu. C'est des erreurs humaines. Mais pas seulement des erreurs matérielles. Nous sommes dans une situation où nous perdons des vies. Que la route soit bonne ou mauvaise. Ça veut dire quoi? Je dis bien que la route soit bonne ou mauvaise, elle comporte des risques. Les trous qui deviennent donc des obstacles là, en pleine route. Qu'est-ce que le conducteur doit faire? Mais il faut être vigilant. Parce que moindre faux pas, moindre inattention, vous êtes dans le trou et c'est peut-être un tonneau qui va suivre. Pour l'instant, moi j'ai dit sensibilisons et prenons conscience que nous n'avons pas encore des routes que nous souhaiterons avoir. Quand bien même quand nous aurions ces routes-là, nous serions très loin de sortir de l'auberge parce que la vitesse va suivre. Avec nos voitures qui n'ont pas de pneus réfectionnés, avec les moteurs qui ne connaissent pas la force pour la vidange, avec tout ce que nous savons avec nos voitures. C'est peut-être tout ce qui va être contrôlé. Lorsqu'on aura besoin de lancer ces voitures-là en mauvais état dans de bonnes routes. Moi j'ai dit, prenons conscience de la situation. Moi j'ai dit l'homme. Peut-être un peu plus le contrôle. Dans l'entretien de la voiture, je vous ai parlé de la pneumatique. Le système de freinage qui est toujours défaillant à chaque fois qu'on parle de ravin, qu'on parle de ceci, les surcharges. Ça fait que nous nous retrouvons dans des situations que même le chauffeur même ne s'en sort plus. Il y a d'abord ça, les basiques. Maintenant, on va dire que le régime a échoué, le régime n'a pas arrangé les routes, c'est trop facile. Mais lorsqu'on est un peu plus averti, nous nous rendons compte que si nous sommes conscients qu'il y a des morts, parce que c'est le sang qui est versé chaque jour, nous perdons des vies comme ça. Un petit Landingue qui est mort l'autre jour, la fleur de l'âge, avec un avenir prometteur, ça fait mal. De voir que c'est un camion qui va le percuter comme ça. Qu'est-ce que ce chauffeur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Moi j'ai dit qu'on ne donne plus la responsabilité même de ces beaux engins-là à n'importe qui, par exemple. Est-ce qu'il faut quoi?
Ces drogués-là, ces enfants-là qui n'ont même jamais appris à conduire, qui se retrouvent au volant comme ça un matin et nous font ces dégâts-là. C'est quand on va qu'on voit que ça va finir. Non, prenons ce qui concerne la situation. Oui, la sanction est là, la mesure, la répression est là. Mais avant d'arriver à la répression, faisons d'abord la pédagogie, la sensibilisation. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là que nous sommes au RDPC. Sensibilisons. Moi, la prévention. Tout ce qu'il dit, c'est très beau. L'État a pris des mesures. Si tu veux être chauffeur, tu dois avoir un permis de conduire. Hein? Le permis de conduire, c'est une mesure. Tout à fait. Alors, quand nous parlons de dédouaner l'État, je suis entièrement d'accord. Mais l'État parle de quoi? On a laissé le pays pourrir. Les urgences dans un pays qui veut se développer, c'est quoi? C'est d'avoir des routes. On n'a pas pris conscience qu'on prenne des bonnes décisions à temps. Donc l'État est, à mon avis, responsable, sinon à 50%. De la situation. Alors nous prenons alors les hommes. J'ai accusé les bars qui sont partout, même au bord de la route, partout. Hein, les bars. Donc, les chauffeurs ont soif. Il faut sensibiliser. Nous sommes bien sensibilisés. Il y a partout le contrôle des gendarmeries, contrôle. Et nous voyons les conséquences de ces contrôles qui sont là que pour faire un pillage. Il n'y a aucun rapport de gendarmerie qui va dire « Attention, monsieur le gouverneur, cette route est très mauvaise, il faut débloquer le monde. » Non. On fait des pillages, on essaie de jouer le rôle de ce qu'on appelle le coupeur de route. Donc la situation est, premièrement, la négligence généralisée. Quand on parlait de manque de route, nous sommes là depuis combien de temps? Il faut que se comparer aux autres États aussi. En Côte d'Ivoire, ils ont mis la priorité sur les routes, ils ont des autoroutes, ils ont des routes. Nous n'avons pas de routes. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de routes. Mais il faut demander les routes à qui? C'est mieux de compter les morts. Donc la responsabilité individuelle est là. Ce n'est même pas seulement les cars de transport, non. Le personnel. Il y a beaucoup de voitures, Douala est rempli, Yaoundé est rempli. Mais les routes vont continuer à massacrer la population. De grandes mesures, peut-être de dire qu'on ne roule plus juste à ce qu'il y ait des routes. Ce serait une bonne mesure. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est Bobby depuis le Consonnel. On ne peut stopper les accidents sur les routes camerounaises parce que le RDPC et ses alcooliques ont tous échoué. Yaoundé est la capitale des dépôts d'ordures. Quelle honte en 42 ans. Bilan néant. Autre réaction, bonsoir très cher Aîné, cette réduction des accidents mettra longtemps. Ça, je suis certain. Trop de corruption et d'inconscience. Achillemé depuis Yassa, Yatika à Douala. Bonsoir Madame Rosalie, État du Cameroun a acheté des bus pour la Cannes Total Énergie. Que sont devenus ces bus? Ne peuvent-ils pas aider pour le transport des Camerounais et enlever ça où c'est garé? C'est Samuel depuis Garoua qui fait une suggestion. Bonsoir Madame Rosalie, je loue ta façon de modérer les débats. Tu incarnes le professionnalisme et l'impartialité. J'ai une préoccupation Madame Rosalie. Quel est le sort réservé aux accidentés, surtout les cas de décès? Apollinaire depuis Mvogbeti. L'assurance. L'assurance ne fait jamais rien. Non, oui, ça c'est un domaine très important. Il y a beaucoup de voitures qui ne sont même pas assurées. Non, il y a plein de voitures assurées. Non, pour répondre à un accident, l'assurance ne réagit pas. Donc vous avez l'impression que le secteur des assurances, on doit les passer aussi au paysan. Le secteur des assurances, l'État est complice. Vous savez, maintenant, quand vous voulez payer votre vignette, ce n'est plus à l'État. Oui. C'est l'assurance. C'est l'assurance, justement. Donc, étroitement lié à l'assurance. Et quand l'assurance ne paye pas les accidentés, vous voulez qu'on accuse qui? Monsieur Messi a raison, même le départ du RDPC en 2025 sera aussi une erreur humaine. C'est Philippe depuis Kribi. Bonsoir ma fille Rosa, pour partir de Mvan pour Ebolova, il y a environ 10 contrôles. Voilà la grande cause des accidents de nos routes. Calculons au moins 1000 francs aller et retour, maintenant 10 000 aller et retour. Maintenant, quand tu approches une barrière, ton cœur bat à 100 à l'heure. Que le ministre des Transports démissionne pour eux, alors c'est très grave la prévention. Voilà. Michel qui nous
écrit depuis le sud Cameroun. L'intervention est très plaisante ce jour. La route ne tue pas, c'est question de conscience et de responsabilité. C'est un métier où les acteurs ne sont pas solidaires. Il s'agit d'être prudent et vigilant. C'est Clément qui nous le dit. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Pour moi, il faudrait avant tout revenir à la base pour voir ce qui ne va pas. Nous devons d'abord nous organiser nous-mêmes, c'est-à-dire utiliser le budget non seulement pour l'entretien des routes. Les 850 militaires sont en bon escient, mais malheureusement, madame, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est la fiscalité comptable supérieure, c'est Vincent Ateba depuis Yaoundé qui nous écrit. Bonsoir à tout le plateau du très très grand soir, l'émission de luxe de la majoration des Camerounais à l'heure actuelle. Sans cette émission, nous ne sommes rien. À maman Rosalie, merci pour les thématiques de plus en plus constructives. Au sujet des accidents de la route, le problème est à plusieurs niveaux. Nos routes sont dans un état incroyablement terrible. De plus, les chauffeurs sont de plus en plus des charlatans qui obtiennent leur permis dans des marchés noirs. Aucune formation dans une auto-école au préalable, c'est quasiment impossible de voir un chauffeur qui a fait sa formation dans une auto-école passer outre le respect des obligations, prescriptions, priorités, signalisations et règlements du code de la route. Aujourd'hui, quand vous respectez le code de la route, on vous insulte et on vous traite de femme au volant. Maintenant, ceux qui sont là pour contrôler et faire appliquer ces dispositions du code de la route se contente de prendre les pots de vin, 500 francs par-ci, et le résultat est celui que nous connaissons tous. C'est Jean-Bruno Afanoyen depuis Simbok à Yaoundé qui réagit ce soir. On va du côté de la Guinée. Bonsoir Rosalie, nos routes sont d'abord très anciennes, plus la population augmente, plus les véhicules aussi augmentent. Les routes devraient être agrandies et séparées. Cela n'intéresse pas nos dirigeants puisque tous sont intéressés par le sang humain. La preuve est que parmi tous les morts victimes des accidents de circulation au Cameroun ces derniers jours, je n'ai pas encore compris le nom d'un haut cadre du RDPC. Pourquoi eux aussi ne meurent pas par accident? Et ce qu'ils trouvent pertinent est de construire des péages sur des vieilles routes pour mieux nous appauvrir. Le jour qu'un ministre ou un haut cadre du R va mourir par accident, vous verrez un changement de discours. C'est Achille qui nous écrit depuis Malabo ce soir. Autre réaction, bonsoir Rosa, je continue de penser qu'il faut interroger la compétence des moniteurs. Parce qu'un mauvais moniteur ne peut pas former un bon conducteur. C'est Jean-Jules depuis Douala. Qui est-ce qui forment les moniteurs d'auto-école et comment sont-ils formés? C'est la question également. Ouais. Moi, de même bien installé, y compris ma petite fille, pas Simon, Meyegao, Angelo à nous laisser dans un environnement insalubre et plastifié dans la cité Ongola. Messi, mon cher ami du rassemblement des danseurs et percussionnistes que je retrouve ce soir. Vraiment, nous sommes dans une république du définitivement provisoire à nous traîner dans la démagogie cancérigène politicatron au vu du ramassis à l'appel des accidents de circulation. Pourquoi sommes-nous toujours dans cet amateurisme cosmétique à mettre la charrue avant les bœufs? Il faut revoir nos pistes départementales, le dépotoir de ces véhicules venus de l'Occident, la formation et le civisme. Voilà, la formation et le civisme des conducteurs, quel que soit le véhicule. J'adhère à Angelo dans la variabilité de la circulation. J'ai le train non loin de chez moi. Malheureusement, Camer, hier, le fleuron aérien est devenu moribond. Peut-être vais-je voir Ibrahim pour me procurer d'un âne pour mon voyage. C'est ma soeur Thomas. Voilà, il envisage maintenant de se déplacer sur le dos d'un âne. Bonsoir la sulfureuse Rosa, bonsoir à ton panel, merci pour ton travail. Mais madame, qu'attend-on encore de mon arrière-grand-père? Il est dépassé. Une seule question, qu'est-ce qu'il y avait avant? Pour eux, ils ont trop fait les routes de 3 mètres de large entrecoupées de nids de poules, sans panneaux de signalisation. Les Camerounais sont si riches, preuve, les routes sont remplies de véhicules de 1960. Les rails, n'en parlons plus, pardon. Bonne soirée, c'est Jean-Paul depuis Ngaoundéré qui nous écrit. On part du côté du Gabon. Bonsoir madame, le jour que les Bororo vont prendre le pouvoir, vous allez savoir pourquoi beaucoup n'a pas S. Je comprends pas le rapport.
Bonsoir à tout le panel. Demandez d'abord au ministère des Travaux publics d'aller se reposer au village, car il est déjà fatigué comme le père. Depuis, nous ne voyons plus ses œuvres être réalisées. Charles, depuis Yaoundé. Donc pour toi, ça commence d'abord par... Bonsoir Rosalie. Le jeune qui parle, est-ce qu'il peut donner la largeur normale de la route? Belinga, RCA, qui nous écrit. Il est en train de passer son permis de conduire en direct du Grand Soir. Je demande, hein, parce que je veux savoir s'il est passé au casting de son permis, comme ça, puisque tous conduisent, ou plutôt tous nous conduisons ici, on peut essayer de jouer. Bonsoir ma soeur Gessele, ce pays ça ne vaut pas la peine, pas de route, trop de contrôle routier, le ministre des Travaux publics est incompétent simplement. Boyogeno depuis Douala. Bonsoir le panel, je suis en direct avec le président de la Confédération des analphabètes du Cameroun, Amadou Aminou, à qui on dit bonsoir justement président. Tu as dit que tu fuis la politique, la NPC, tu es prêt à vendre à quelqu'un d'autre. Les gens qui cherchaient les partis pour les élections, là. Allez voir mon ami Amadou Abinou, qui est président de la NPC, je le dis avec le sourire. Hein. J'espère que tu vas bien. Nous, on va poursuivre l'émission sur ce plateau. On parle justement de ces partis politiques dits de l'opposition, entre guillemets, qui font face à la fureur de Paula Tangandi depuis quelque temps déjà. Il a encore profité de cette conférence des gouverneurs pour revenir justement sur la question de menace à la paix au Cameroun, de stabilité, de sécurité en prélude à ces élections annoncées dans l'ensemble du triangle national en 2025. Pour le MENAD, les discours très souvent haineux distillés par certains hommes politiques, au premier rang desquels Maurice Kamto et Cabral Libi ne visent pas à la tranquillité, bien entendu des Camerounais et à la sécurisation des élections à venir au Cameroun. Pour lui, ça doit se passer dans la paix. Il faudrait que les uns et les autres désormais contrôlent le langage qui est le leur lorsqu'ils veulent parler politique au Cameroun, parce qu'on peut faire la politique sans violence. Il a raison pour la Tangandi ou pas? Madame Gessele. Oui. L'objectif de cette différente sortie, c'est 2025. Mais justement, il a dit. Et lui qui est mendiant de la paix, un peu comme son président, on est toujours surpris par ses manœuvres derrière. Quand il veut s'immiscer dans les activités des partis politiques, c'est lui qui veut interdire les coalitions. Les partis politiques veulent s'organiser pour essayer de faire comme on fait ailleurs, pour préparer ensemble les différentes échéances qui arrivent. Il s'immisce pour dire qu'il ne veut pas entendre parler de X ou de Y. C'est le même monsieur qui, dans la vie du PCRN, a décidé, comme ça, au mépris de la loi, d'imposer par certaines manœuvres deux directoires au sein du PCRN. Je crois que quand il pose ce type d'acte, d'autre part du coup d'état scientifique, mais ça donne à croire qu'il y a des manœuvres qui se préparent. En vue, comme nous avons une posture républicaine au niveau du PCRN, je crois que en 2019, on a voulu créer le parti des 11 millions de citoyens. Les citoyens. Le même ministre Tangandi a refusé. 3 mois après, il n'a pas permis qu'on ait ce parti. À travers un camarade dont le père était Massadine, Albert Fleury, nous avons eu le PCRN lors du congrès de Guidigis en mai 2019. Il a entériné. Aujourd'hui, le même individu vient nous faire comprendre que les partis politiques sont des propriétés privées. Un peu comme vous avez votre bébé et vous discutez la paternité de votre enfant avec la nounou. On se demande jusqu'où veut-il mettre. On sent que vous avez lu le document, hein, parce que vous avez cité véritablement le ministère de l'administration. Donc vous êtes reconnu comme celui qui discute l'enfant de quelqu'un. Nous avons écouté. D'accord. Et nous avons été scandalisés. Parce qu'il est coutumier du fait, tantôt il a les serpents, tantôt il a le moulinex pour écraser les Camerounais. Mais on se demande si nous sommes dans un état de droit. C'est vrai que nous savons que nous sommes dans une dictature, d'autres parlent de dictature libérale.
Mais on a dit qu'on joue le jeu démocratique. Et il n'est pas normal que des manœuvres, l'administration utilise les moyens de l'État pour pouvoir empêcher à certains candidats de concourir au suffrage. Nous, on veut, et on sera, en 2025, candidat à toutes les élections. Maintenant, les manœuvres que le ministre est en train de prendre pour nous pousser à bout, soi-disant, nous serons les nounous qui voulons arracher un bébé à la paternité de je ne sais qui. C'est d'une aberration. Je me souviens d'une phrase de c'est Montesquieu, je crois, qui parlait du philosophe roi, du roi philosophe. Il dit que c'est extrêmement dangereux de se faire diriger par des ignorants. C'est extrêmement dangereux. Parce que le minimum de connaissance du droit devait l'empêcher au ministre de parler comme il le fait. Les partis sont des associations. Et les associations appartiennent, on est dans les lois de 90, appartiennent aux militants. Le PCRN a 35 000 militants encartés. C'est eux les propriétaires du PCRN. Et lors des congrès qui peuvent être convoqués, et c'est ça le statut du PCRN. Et le règlement intérieur, pas 3/4 des membres du comité directeur ou alors le président national du PCRN. C'est la loi des partis, c'est comme ça. Les associations ont leur statut et règlement. C'est sur la base de ces documents que tout est régi. Mais quand le ministre veut s'immiscer au nom c'est trop de zèle. Parce qu'on a l'impression que les Camerounais sont pris en otage d'une manière globale. Et les partis politiques, il y a un monsieur, soi-disant tuteur des partis, il décide de tenir un discours, d'infantiliser les acteurs politiques et de les mettre dans des situations où on va se retrouver en train... ça c'est une phrase m'apparaît dans l'esprit qui dit « La chèvre ne mord pas ». Mais même quand on met le doigt dans sa bouche, parce que c'est un ruminant, ça peut être... Donc, il peut mâchonner. Pourquoi pousser les partis politiques à bout? Pourquoi le ministre a dit plutôt que c'est le ministre... Oui, il va pousser les partis politiques à bout. J'ai l'impression qu'ils ont un plan contre, je ne sais pas, leur propre temps, ou alors je ne sais pas, il y a quelque chose qu'ils sont en train de vouloir faire. Parce qu'on n'arrive pas à les comprendre. Ils disent Cabral ne vaut rien. Qui a dit? Les opposants, c'est rien du tout. Mais permettez-nous de jouer le jeu de la démocratie. Pourquoi ces manœuvres? Lui, il a refusé qu'on ait le parti. On réussit à avoir un parti. Pourquoi il veut s'immiscer pour que 2025 ne soit pas candidat? Je crois que il a dit qu'il est le Moulinex. Ok, nous sommes les condiments. Il est le serpent, il a les serpents. Les venins vont nous mordre, je crois. Aujourd'hui, il dit que, je ne sais pas ce qu'il dit, mais il raconte toujours, il fait des comparaisons, il a des métaphores qui sont des métaphores des discours de la rue. Mais comme il aime le discours de la rue, nous en 2025, nous serons candidats, quelles que soient les manœuvres qu'ils vont prendre. Actuellement, nous sommes devant la justice, le droit sera dit. Mais comme ils veulent apporter des manœuvres politiciennes, comme au faux quartier, je crois que personne ne sait ce qui va arriver en 2025. C'est pour ça que chacun de nous prie en disant que le Seigneur nous protège. Mais ils devront sortir leur moulinex parce qu'ils ne vont pas nous empêcher d'exprimer nos droits et nos libertés. Émile Messi, le ministre de l'administration territoriale, parle de discours haineux, de surenchères politiques qui pour lui sont donc des facteurs à risque, pouvant s'aimer les germes de la déstabilisation, et il demande que ce soit le grand défi de ces gouverneurs, de ces autorités administratives-là, pour préserver ce que lui a appelé les acquis contre vents et marées. Donc ils devront faire tout ce qu'il faut pour empêcher à ceux-là de ces partis dits de l'opposition de venir troubler l'orchestration mise en place par le président de la République pour des élections au Cameroun. Oui, je crois que le ministre, là, il n'a pas fait une sortie hasardeuse. Il n'a pas fait une sortie hasardeuse. Il s'agit bien de prétexte, c'est bien cette conférence de gouverneurs, justement, dont le thème est bien l'autorité administrative face au maintien de l'ordre, oui, en période préélectorale. Justement. Vous voyez, donc il booste dans ses gouverneurs, il leur donne un certain nombre d'indications,
qui à leur tour vont également appeler les préfets, chacun dans sa région, et les préfets et les sous-préfets, chacun dans son département. Même les sous-préfets, les chefs de village et tout ça, chacun essaiera de répercuter ces instructions-là pour toute l'administration territoriale. C'est donc dire que lorsque le ministre de l'administration territoriale donne une certaine information, ça veut dire qu'il a connaissance de quelque chose qui se dessine. Et puis, ce n'est pas la première élection présidentielle qui sera organisée en 2025. Il y a eu un contentieux. Je veux dire, il y a eu des exemples passés. Et on a vu le comportement de certains acteurs. On a vu un certain nombre de sorties de certains hommes politiques qui, on se demandait, et quand vous suivez très bien le petit frère Tueli sur la question, c'est comme si c'est une attitude de défiance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et pourtant, très intéressant lorsqu'ils disent qu'ils attendent la décision du juge, attendent la justice, ils font confiance à la justice. Mais quand vous voyez comment ils traitent le pouvoir exécutif représenté par exemple par le ministre de l'administration territoriale, on se demande comment ces gens fonctionnent un peu dans leur façon de voir. Pour moi, c'est un peu inquiétant. Donc, il y a un déficit de culture politique même dans l'espace politique ici. Vous allez voir que le ministre insiste sur, je crois, 2 ou 3 personnes, 3 hommes politiques. Le MRC pour désigner les partis politiques, le PCRN, par Cabral Libi, Maurice Kamto et Nietzsche, qui ressort également dans cette affaire-là. Et pourtant, ce n'est pas les seuls partis politiques au Cameroun. Il y a l'UDC, qui n'est pas cité, il y a le SDR, il y a l'UNDP, il y a l'UPC, le FSNC et tous ces partis-là qui fonctionnent, qui mènent leurs activités normalement. Mais les 3 là brillent par des problèmes précis et parfois des problèmes internes à leur formation. Ce sont vos véritables adversaires. Qui essaient donc de coller sur le ministre de l'administration territoriale. Pour aller très rapidement, le MRC. Vous savez qu'en ce moment, le MRC qui a boycotté les dernières élections municipales et législatives, honnêtement parlant, si on venait à organiser une élection présidentielle en ce moment, ils sont en difficulté pour investir un candidat. On ne dit pas qu'il ne peut pas être investi par un autre. Mais quand vous voyez la sortie de Maurice Kamto l'autre jour, il dit qu'ils vont d'abord faire tous, les gens vont mourir, ceux qui vont rester vont arranger le pays. Vous comprenez? Le ministre de l'administration territoriale est revenu sur ça. Si vous voulez mourir, mourrez seul. Et laisser les autres tranquilles. On ne peut pas défier. Il a d'ailleurs conseillé de mourir même avant les élections, en se suicidant par exemple. C'est sur les questions, sur des détails comme ça, que quelqu'un n'entraîne pas l'autre dans des chemins obscurs. Est-ce que son langage aussi n'est pas pour déclencher des émotions un peu violentes en face? Mais voilà donc la réponse. Il a vraiment fait ça dans le but de déclencher quoi que ce soit. Il a donc retrouvé la réponse. C'est pour ça que je vous ai dit, le ministre, il y a des antécédents. Ils ont fait ça par le passé. On a vu la défiance. On a vu un certain nombre de choses. Quelqu'un qui refuse d'aller aux élections, maintenant il dit qu'il va aller aux élections, mais il vous dit que lui sera candidat dans son parti politique. On veut aussi savoir. Mais il dit qu'il est prêt à tout. Pour voir le PCRN. Le PCRN, avec Cabral Libi, je ne vois pas le procès qu'ils font à M. Tangandji aujourd'hui. Tout part en 2018, où Cabral Libi, sorti de nulle part, s'est lancé en politique. D'abord avec l'univers, où il allait aux élections présidentielles. Et il est sorti 3e. Il n'y avait aucun problème jusqu'au moment où il a gaffé avec son maître politique en convendant, avec l'univers. Il a décidé d'aller ailleurs. Lui-même est allé chercher le PCRN, je ne sais pas trop quoi. Ils sont allés aux élections. Il a créé un parti. Je ne sais pas si Tangandji était au courant. C'est ça l'histoire. Il a créé un parti. Qu'on appelle le PCRN. Il a créé un parti qu'on appelle le parti des 11 millions de citoyens. Pourquoi donc Tangandji a refusé de légaliser. Bon, de toutes les façons. Et on était à la veille des échéances électorales, il fallait un appareil politique. S'il faut faire une commentaire là-dessus, je sais que il faut être précis. Monsieur Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi, je ne veux pas le juger, mais je pense qu'il a ceci de particulier. Il va très vite. Il va très vite. Il aurait pris son temps de créer son parti politique, mais il ne voulait pas manquer les élections qui pointaient déjà là après le divorce avec l'univers. Il s'est impatienté. Et il allait dealer avec le PCRN. Laissez les expressions dealer. Ce qui n'était pas... Mais 90, c'est 90 jours pour créer un parti. Monsieur Conor Robert... 90 jours pour vous légaliser pour un parti. Monsieur Conor Robert, pour des raisons internes à leur parti que beaucoup ne connaissent pas, a décidé de dénoncer un certain nombre d'accords. Ils sont là où ils sont aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est le ministre de l'administration territoriale qui doit porter toutes ces responsabilités aujourd'hui, avec une telle violence, avec des injures qu'on vient de suivre là tout à l'heure. Traiter un ministre d'ignorant, moi j'ai parfois peur à leur place, quand ils le font.
Ce n'est pas sérieux. Donc, pour dire que ces hommes politiques brillent parfois par un certain nombre de maladies aussi, ou des problèmes qu'ils connaissent. Nietzsche, je l'ai dit, il est député au SIF. Il y a longtemps, on l'a chassé dans ce parti politique. Le SIF, il n'est plus là-dedans, même comme étant député. Il a créé son propre parti et il s'est précipité d'aller au MRC pour choisir Kamto comme étant déjà son candidat. Vous voyez des actes comme ça, ce n'est pas sérieux pour des hommes politiques et ça n'augure pas la sérénité pour que... Est-ce que l'idéal ne serait pas de laisser au peuple camerounais le droit donc de voir qu'ils ne sont pas stables, qu'ils ne sont pas tout ce que vous êtes en train de dire, que de prendre le devant et décider de... Non, ce n'est qu'un rappel à l'ordre. À ma connaissance, il n'a rien fait à Cabral Libi, il n'a rien fait à Kamto, il n'a rien fait à Nietzsche. Il a juste dit que l'élection aura lieu en 2025 et il n'y aura rien. Je crois que c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a sanctionné personne. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Peut-être que le discours... Et l'histoire des nounous, les nounous c'est quoi? Mais je crois qu'eux-mêmes ils ont provoqué, comme vous avez dit, que c'était une façon de susciter quelque chose qu'ils ont bien évidemment reçu. Donc moi je crois que Atangandji, ce n'est pas un enfant de cœur. Il ne donne pas aussi le lait comme on dit. Donc il y a là du répondant. Quand vous provoquez, il faut bien attendre à ce qu'il y ait une réaction. Provocation, réaction. Et Atangandji, lui aujourd'hui, ministre de l'administration, rassure les populations qu'il n'y aura rien, il y aura une élection, les candidats vont aller compétir et le peuple va faire son choix. Je crois que c'est là où nous sommes. On n'a pas dit que tel ou tel, mais des problèmes avec les camps, des problèmes avec des partis politiques, ça y va de tout un chacun et qu'il laisse le ministre de l'administration territoriale faire son travail. M. Conor Robert a estimé qu'il récupère son parti. Dans quelles conditions? C'est des affaires internes au PSRN. Qu'est-ce que fout le ministre de l'administration territoriale là-dedans? Mais pourquoi il en parle? Mais il est le patron, alors la tutelle des partis politiques. Il vient parler des associations privées et il se positionne en disant qu'il ne va pas accepter que ça se passe. Quand il ne va pas accepter que ça se passe, c'est normal, c'est de son droit. Monsieur Messi, parler de droit. Est-ce qu'il a le droit de venir dire que ce qui se passe dans les partis, le PCRN, il ne va pas accepter que ça se passe? J'ai l'impression que vous fondez le ministre de l'administration territoriale avec votre ami Atangandji. Mais vraiment, c'est deux choses. Si lui, ministre, n'avait pas fait allusion au PCRN, je ne parlerai pas de lui. Il y a beaucoup de confusion. Est-ce que vous adressez au ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est vous deux. Oui. Donc, moi, je dis, le ministre de l'administration incarnant le pouvoir exécutif a droit à un minimum de respect et de considération. Mais là, vous mélangez tout. Quand vous parlez de ce ministre-là, il doit avoir une attitude respectable. Vous restez sur la décision de justice qui va tomber. Oui. Et le pouvoir exécutif que vous sabotez de cette manière-là, ce n'est pas juste aussi. Pour vous-même, je dis pour vous-même, parce que là nous sommes dans la politique. C'est des comportements inacceptables. Monsieur Messi. Parce que dites-vous aussi que c'est un humain. Monsieur Messi, le discours que monsieur Atangandji tient, en voulant menacer à chaque fois. Il a parlé à ses gouverneurs. Monsieur Messi. Il a parlé à ses gouverneurs. Et ce n'est pas aujourd'hui. Monsieur Messi. Rosalie a bien fait. Il s'est initié. Il a fait une comparaison. On voulu susciter une affaire de PCRN avec les aujourd'hui. Il dit à ses gouverneurs qu'il n'est pas normal que le nounou s'accapare des enfants des parents. C'est une figure de style. Mais il s'adresse au PCRN. C'est une figure de style. Clairement Cabral Libi. Bref, moi je dis, la politique a besoin d'un minimum de commodité. Il faut le dire à votre ministre. n'est pas seulement dans il ne faut pas traiter les gens, parler de serpents, parler de Moulinès. C'est lui qui doit avoir un discours politique et diplomatique. Il faut savoir respecter l'autre, même si l'autre ne pense pas comme vous. Il semble que le PSRN est entré dans une agressivité inacceptable. 2025 n'est pas encore arrivé, monsieur Messi. Simon Bila, votre regard sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui fait encore les choux gras de la presse nationale et même internationale, parce qu'il faut le reconnaître, hein, les sorties de Paul Atangandji suscitent toujours beaucoup d'émotions au Cameroun, et ça n'a pas raté encore pour cette fois. On en parle beaucoup de ces interpellations-là. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'il interpelle ces hommes politiques-là et ces partis dits de l'opposition à un comportement pour lui un peu plus calme, un peu plus serein, un peu moins violent en prélude à ces élections de 2025. Premièrement, je pense que le ministre a le droit de poser des actes. Ces actes peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. C'est un humain.
Mais quand vous voyez la politique au Cameroun se connaît très bien. Quand on s'acharne sur un parti, je lui ai dit, parlons pas de l'UPC, elle est enterrée. On s'acharne sur un parti, on divise ces partis les uns contre les autres, et on commence à se moquer de ce parti, qu'il est un peu parti de qui, parti de qui, parti de qui. Ça ressemble un peu à l'UPC, ça. Oui, ça veut dire que nous nous connaissons au Cameroun. Le système néocolonial n'a que trop duré. Il nous faut maintenant réfléchir différemment. Le chef de l'État a posé un acte historique pour se dire qu'on dira que celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Ça part de là. Cette démocratie qu'il a proposée n'a pas été acceptée par son parti, qui était l'UNC RDPC, et ça a résulté par la tentative de coup d'État. Quand vous voulez parler de la démocratie, elle a un départ. Je parle en tant qu'ancien ministre du chef de l'État. Il a voulu que ce pays soit un pays démocratique. Il a donné l'exemple. Pour nous autres, nous avons pensé l'aider à l'implantation de la vraie démocratie. Or, les réflexes du parti unique prédominent sur tout ce que nous voulons faire. Il y a des attitudes qui sont là. C'est comme si tu poses les problèmes pour empêcher les autres, tu seras félicité. Moi, je pense que quand on décide que ce pays devienne démocratique, ça veut dire que qu'on enlève les vieilles lois qu'on a toujours utilisées, les vieilles méthodes, qu'on se dise, nous avons formé la jeunesse camerounaise, nous avons des universitaires, nous avons des hommes expérimentés, nous devons maintenant utiliser toute cette force intelligente pour qu'ensemble, qu'on puisse bâtir un État. Ça doit être une décision préalable. Et quand vous avez, dans la gestion dite démocratique, des lois qui n'ont rien à faire avec la démocratie. La loi est claire qui dit il faut déclarer quand vous voulez faire une réunion. Déclarer, ça veut dire que ça ne soit pas par derrière que le responsable de la zone soit au courant. Vous déposez que je veux tenir ma réunion, l'autre vous écrit « je ne vous autorise pas ». Le terme « je ne vous autorise pas » fausse complètement l'idée démocratique. Si le RDPC ne comprend pas ça aujourd'hui, quand le RDPC sera dans l'opposition, et que le RDPC veut faire une réunion, un sous-préfet dit « je ne vous autorise pas », ce sont les RDPC qui vont décrier que ce n'est plus la démocratie. Il ne faut pas seulement attendre que les autres pleurent. On ne peut pas avoir des mesures qui écrasent et on vous empêche de pleurer. Ce n'est pas possible. Moi, j'aimerais que l'AT soit notre ministère qui protège tous les partis politiques. Le mot d'ordre du président n'était pas une guerre contre les autres. Le mot d'ordre du président, il voulait qu'on dise que Paul Biya a laissé la démocratie dans ce pays, mais ce n'est pas ce qui se fait. Un parti qui n'est pas au pouvoir n'est pas un parti ennemi. C'est ça qu'on doit comprendre. Que si vous avez un parti qui n'est pas le parti qui est au pouvoir, vous n'êtes pas l'ennemi du parti qui est au pouvoir. Vous êtes un parti politique, vous avez des idées des Camerounais qui proposent comment nous devons nous développer ensemble. Vraiment, ça, pour moi, c'est d'abord un préalable. Cabral Libi, je le connais, mais je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas ce que Cabral Libi a fait.
Koumou a pris Cabral Libye comme son enfant, a fait tout pour lui, jusqu'à le pousser à être 3e aux élections présidentielles. Immédiatement, il y a une rupture avec Koumou. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? La rupture, ça veut dire qu'il devait rester militant de Koumou. C'est simple que ça. Cette rupture, je n'ai jamais appréciée. Il va vous donner les explications. Non, je ne suis pas absent, je connais. Quelle explication? Je connais. Et alors, Cabral Libye est parti, invité par les parents. Je dis bien les parents. Il est parenté avec son père qui est mort après les événements, son vrai père. Tout le monde le sait. Cabral, il est des macaques comme moi, on se connaît très bien. Sa mère s'est mariée en menant son enfant. D'abord, Cabral, ce sont des jumeaux qui sont nés au Kouamayenne. Il est né avant d'atteindre le dispensaire. Son frère jumeau est mort. Je le connais très bien. Quand le parti Libye va dans le parti de la famille, comme invité, il revient avec un titre de président. C'est encore un honneur. Et qu'il y ait maintenant la bagarre entre encore Libye avec ces partis, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui reproche encore une troisième chose. Il fait sa campagne électorale, mais contre l'UPC dans l'Union Ekele. Il fallait assister à ces meetings et tout. J'ai dit, mais cet enfant, il est fou. L'UPC a fait un travail, qu'on le veuille ou non. Je vais vous citer 3, 4 choses, 5 si vous voulez. Les UPC se sont sacrifiés pour les indépendances de l'Afrique noire. Tout s'est passé dans le combat que nous avons mené. Mesmer a décidé de nous écraser, et ceux qui doivent travailler en bon contact, dont les anciens colons, doivent continuer de nous écraser. Maintenant, ils écrasent encore tous les autres partis qui veulent maintenant naître. Mais eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut vous poser la question. Vous êtes les enfants de l'UPC, vous êtes un peu partout. Cette façon de faire la politique, c'est une catastrophe. Moi, j'ai servi avec enthousiasme l'implantation de la démocratie dans ce pays. Quand le Cameroun devait imploser, c'est nous qui étions au front. Nuit et jour. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment ce pays. Et quand nous voyons maintenant qu'il y a des échéances qui se préparent, chacun aiguise sa machette. Les mêmes montages. Les mêmes ceci, les mêmes cela. L'AT est le patron de tous les partis politiques. Quand vous avez un problème, il faut aller voir l'AT. C'est notre patron, c'est lui qui doit nous gérer. Ce n'est pas une guerre entre nous et l'AT. Ça serait une folie. Des insultes, non, je ne suis pas d'accord avec les insultes. Mais quand vous ne pouvez plus avoir droit de ce que vous corrigez, le droit d'être ce que je suis, on dit non. Attendez qu'on vous autorise. C'est là où vous n'êtes pas également d'accord. Quand vous voulez comprendre bien la gestion politique, il faut aussi regarder l'histoire politique. L'histoire politique est claire. Quand Hitler était au pouvoir, les méthodes qu'il a utilisées, etc., quand un autre parti utilise les mêmes méthodes, on voit la fin de ce système, comment l'Europe a été dans le feu. Ça veut dire qu'on supprime la liberté au peuple. On supprime tout. Il faut qu'il y ait une seule dictate. On a vu l'histoire politique avec le système communiste qui supprime la liberté aux pauvres, la parole aux peuples, etc. Et vous voyez comment le communisme nous a conduits. On a un système colonial.
on vient, on vous impose la loi, il faut parler la langue française, il faut être dans la francophonie, et la France est à la poitrine, c'est mon précaré, etc. Donc les pays africains ne sont jamais des pays nobles, les pays qui peuvent aussi bomber la poitrine que je m'appelle Camerounais, je suis fier de moi. Voilà encore le système politique. Et alors la gestion politique que nous avons, quand on parle du système colonial, on veut devenir des pays libres. La même mise coloniale est là. Toutes les lois que le colon a montées pour nous soumettre, on les utilise. Je dis on les utilise. Les mêmes lois sont encore là. Alors, on se demande maintenant, est-ce que librement notre pays a pris la décision de vouloir changer et imposer une démocratie? À cette question, vous allez répondre dans quelques minutes, le temps qu'on parle justement de la démocratie. Je fais parler quelques personnes puisque les deux sujets s'enchaînent radicalement avant qu'on puisse continuer. Tangandi est trop brut. Oh. Un ministre de sa trempe doit éviter aussi des paroles de la sorte. C'est ça le problème. Hein? C'est Serge qui nous le dit depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie. Le Minat a peur de Kamto et Libye. Il sait que l'opposition prend le pouvoir. Il va se retrouver en prison avec tous les membres du RDPC. C'est pourquoi c'est sorti. Bonsoir le panel. Le camp qui a pillé le Cameroun pendant 42 ans est dans la panique. Mais que ce ministre sache que les intimidations ne passeront pas. Bonsoir Madame Guessele et à tout votre panel aux militants du MRC. J'ai dit avec autorité que l'État est debout. L'État est un monstre froid. On ne défie pas l'État. C'est Alain Bida depuis Obala. Bonsoir Rosalie. Le monsieur Angandoura dit intellectuel qui incite un ministre. Là, il construit quoi pour le Cameroun? Jésus-Christ n'était pas à l'école, mais en 35 ans, il a sauvé le monde entier. Le RDPC est le seul parti qui n'insulte pas les gens au Cameroun. Michel depuis Meyo-Messala. Bonsoir Madame Rosalie. Décidément, le RDPC s'est arrogé la vocation de rendre les personnes à la limite anonymes célèbres. Hein. Le ministre de l'AT contribue au quotidien à faire la campagne du MRC, car au Cameroun, il est établi que c'est ce que le pouvoir craint qui est bon pour le peuple. Comment peut-on, dans un état sérieux, traiter les opposants d'apprentis sorciers? Ce ministère brille par son excès de zèle et un langage qui n'est pas bon. Bonsoir Rosalie. Le Minat répond surprend raison. Bon, je ne comprends pas votre message. Hein. Rosalie, le Minat, raison surprend ces deux partis politiques quand tu es un sorcier. JB depuis Ebolova. Vos mots se sont un peu mêlés. Bonsoir Rosalie, le RDPC a tellement peur que perdre le pouvoir sera la fin de tout. Messi et ses amis seront dans l'opposition. Moi, je suis à Bamenda depuis 3 ans. J'attends le Minat ici. Marcus Takou qui nous écrit bonsoir Rosalie et à tout ton panel. Bien vouloir rappeler à monsieur Messi qu'en nommant Bapolipo comme secrétaire général de l'UPC, en déclarant Kuna comme père fondateur unique du PCN, il n'est pas dans son rôle. Merci, bonne suite d'émission, c'est Rock. Bonsoir le grand soir. Vraiment monsieur Messi, lorsque nous suivons des expressions comme Moulinex, abeille, écrasé de la part du Minat, est-ce que c'est de nature à apaiser le climat social? C'est Yannick depuis Mélène. Bonsoir la rose nationale. Plus rien ne fonctionne dans ce pays. On menace uniquement ceux qui inquiètent le prince et son fauteuil. Le Cameroun est devenu le Cameroun Comedy Club, le seul pays dirigé par un groupe de comédiens. Nos dirigeants ont décidé de faire de la comédie à la place de la politique, avec des militants transformés en robots, juste pour reprendre le même refrain en honneur du frère cadet de Jésus. Que le Minat n'oublie pas que le serpent affamé finit souvent par avaler ses propres enfants. Qui demande conseil à Marafa, l'ancien Minat qui gesticulait aussi comme lui. Wadiebe service depuis Kayele. Bonsoir monsieur Messi, prenez le cours sur vous. Je comprends pas. Je comprends pas votre message. Bonsoir le grand soir. Vraiment monsieur Messi, bon là je crois que j'ai déjà lu, hein, monsieur Yamé, vous n'avez pas besoin de renvoyer plusieurs fois le même message. Bonsoir le panel. La fin sera très douloureusement pour ces disciples de Paul Biya. C'est quoi ce pays où un grand parti a peur des petits partis? La fin c'est pour bientôt. Un chien contre un candidat du RDPC. Je préfère le chien. Trop c'est trop. Willy Siewi depuis Ngaoundiri. Bonsoir madame Guessele et à
tout votre panel. Monsieur Messi, pourquoi vous faites toujours la roubladise? Le RDPC a pour ambition de diviser pour mieux régner. Vous, un système qui sont des disciples des théories de Machiavel dans son ouvrage Le Prince. Vous êtes un gouvernement légal mais pas légitime. Les gens créent des partis parce qu'ils ont faim et veulent que dans nos quartiers on les appelle président. Machiavel, dans son ouvrage Le Prince, il faut affamer le peuple pour les dominer. Nous avons d'abord des partis villageois au Cameroun. Gonotiala, depuis Akak. Bonsoir le panel, Madame Rosalie, il est clair que le Cameroun est une démocrature. Le ministre est dans son job. Toutes ces menaces sont son langage zoologique et tous ces colibés indignes d'un ministre de la République le maintiennent toujours à son poste parce que son créateur le lui a ordonné. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois et j'en ai beaucoup, mais je ne suis pas je suis totalement en désaccord avec vous sur le fait que le président Biya est un démocrate. Si c'était le cas, il ne m'aurait pas modifié la Constitution en 2008. De plus, vous parlez de quel UPC? Celle de l'osophage où la victime est entrée en complicité avec l'ordre colonial. Laissez Libye tranquille, c'est l'avenir. Avec Nego depuis Oyo Mabang. Bonsoir le grand soir. Mon frère, le même message 300 fois. Ouais. Bonsoir à vous Rosalie, à votre panel. Dites à l'UPCiste que la jeunesse camerounaise est au courant que son parti depuis 1992 avec Augustin Kodok est au service du régime de 82. Donc son discours injurieux sur les leaders d'opposition ne saurait agir sur les Camerounais. Paul-Éric Mbome. Oh, rebonsoir, nous avons un ministre, M. Paula Tangandi. Si notre pays ne connaît pas la guerre civile, ce n'est pas que les conditions ne sont pas remplies. Ce monsieur fait tout pour déclencher, heureusement que les gens évitent seulement. Regardons les États-Unis ou la France, la police ou la gendarmerie est là pour voir et juger les uns et les autres sur le terrain. Les deux leaders n'ont jamais appelé les Camerounais à se battre entre eux. Belle thématique ce soir et bonsoir à tout le plateau. Le MINAD joue ici le garant de la souveraineté nationale, chose qui est normale. Mais à chaque sortie médiatique, je ne galvanise pas la propagande de l'opposition dont il fait envers Maurice Kamto ou Cabral Libye, car une force donnée à cette opposition. En effet, Cabral Libye écope la tétutesse car le professeur Kouvondor l'avait bien averti. C'est l'honorable citoyen youth député jeune du Vouri. Bonsoir au plateau. Vraiment, les gens du R là doivent excuser les Camerounais. En dehors que vous, les gens du R, personne d'autre ne peut diriger le Cameroun. Le MINAT, comme les présidents des partis politiques indexés, montre combien de fois le Cameroun manque de maturité politique. Insultes, sabotage, tout est permis. Le MINAT incarne-t-il le pouvoir judiciaire? Le ministre est le porte-parole du gouvernement. Il n'écrit pas les lois. Jean-Paul depuis Nangé beaucoup. Bonsoir à tout le panel, c'est Daniel depuis Ebolova. Je pense que le ministre est pleinement dans son rôle car le pouvoir n'a jamais été dans la rue. La rue aide au changement. Elle ne gouverne pas et n'a jamais gouverné. En politique, les adversaires ne sont pas les ennemis. C'est au Cameroun que je constate que les partis d'opposition considèrent les membres du régime en place comme étant des ennemis. La Guinée, bonsoir Rosalie, Paula Tangandi sache qu'en 2025 avec ou sans Kamto ou Libye, nous les Camerounais allons changer ce régime. Même s'il faut qu'un taximan soit président, nous allons l'accepter et le soutenir. Le peuple gabonais, sénégalais, burkinabé, autres ont changé l'histoire de leurs pays respectifs. Maintenant c'est le tour du peuple camerounais. En 2025, nous aussi nous voulons applaudir nos militaires en cas de fraude massive. Nous voulons les applaudir, les envoyer les motions de soutien si jamais nos suffrages exprimés ne comptent pas, tout simplement parce que c'est ceux du RDPC qui comptent nos suffrages et proclament les résultats qui gagnent toujours selon eux. Cette fois-ci, nous voulons être heureux comme nos voisins les Gabonais. Achille depuis Malabo qui nous écrit. Où la CNI est gratuite, pendant que chez nous, elle va être à 15 000. C'est normal. Bonsoir Rosalie, la guerre au Nozo, ce ministre à cause, il possède en griffe, écrivez même le fond. Bon, je ne veux pas critiquer, mais écrivez de façon... Wapa Tangandi, avec tout le respect, devrait comprendre que le respect est mutuel. Lui, y compris d'autres administrateurs
et la Gestapo jouent un rôle trouble à l'ordre public. Hier, je disais que leurs calculs politicatrons dans un vocabulaire zoologique ont pour effet d'affaiblir la véritable opposition et plus tard fragiliser la paix qui nous est chère. J'interpelle tous ces politicatrons que nous partirons, mais le Cameroun devrait rester debout. Ouais, merci. C'est Masok Thomas. Et il y a un dernier message, hein. Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle thématique encore ce soir. Voilà, merci, c'est gentil. Oui, c'est le dernier. Je ne lirai pas la suite. Voilà. Bon. Et vous m'avez coupé. Non, je reviens pour qu'on passe au prochain sujet. Vous êtes déjà dans la démocratie, non C'est mon bilan. Donc, je vous donne l'occasion d'ouvrir le débat sur la démocratie. Vous étiez déjà lancé, je me suis rendu compte. Donc, je vous aide l'occasion d'aller au bout de votre réflexion, puisqu'aujourd'hui, au regard des dernières actualités, on le sait quand même qu'il y a une enquête ouverte contre Déby par la France qui dit que il met de l'enquête pour bien mal acquis. Et apparemment, il a acheté les habits. On va contrôler l'agent qui achète les habits du président tchadien. C'est des petites choses comme ça qui nous poussent à ramener ce sujet à l'ordre du jour. Est-ce que tous ces pays africains, finalement, fonctionnent normalement dans des démocraties claires? C'est une réalité ou on doit encore s'inquiéter? Rosalie, j'aimerais avoir un langage beaucoup plus simple. Allez-y. J'ai dit, dans l'histoire du Cameroun, il y a un président qui a voulu que notre pays soit un pays démocratique. Il a subi tout ce que nous savons. Et il n'a plus eu l'occasion d'appliquer son vrai programme. C'est ce que j'ai toujours dit. Pourtant, il est resté depuis 42 ans. Non, écoute bien. Je parlais du départ, son engagement, ses premières déclarations qu'il veut que la démocratie règne. Quand il y a depuis de coups d'État, tous les chantages, il n'a plus appliqué son programme. Donc il ne veut plus la démocratie? Non, il n'a pas pu appliquer son programme. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Il faut qu'on soit clair. J'ai dit... Donc, de prime abord, pour vous, il n'y a pas de démocratie. Non. Il voulait, mais on n'a pas pu lui donner l'occasion d'appliquer ce qu'il rêvait faire du Cameroun un pays démocratique. Nous ne sommes pas un pays qui gère la démocratie. Lui, le tout-puissant. Mais non, aussi simple que ça. C'est pourquoi j'ai voulu tirer notre attention sur des régimes, historiquement parlant, et les méthodes qu'ils ont utilisées, et nous constatons que les mêmes méthodes sont utilisées chez nous. C'est là la situation qui est grave. Les Camerounais ne doivent pas résoudre leurs problèmes par une explosion, mais c'est parce qu'on va nous contraindre. C'est ce que je voulais éviter au Cameroun. Voilà. Vous prenez par exemple un exemple de pays comme le Tchad. Le pauvre jeune homme pleure encore son père qu'on a assassiné. Vous savez, nous avons suivi, il n'y a jamais eu une enquête réelle. Quand on a tué Déby, le conseiller technique qui était avec lui a téléphoné immédiatement à Macron pour demander la conduite à suivre. Vous avez vu que Macron est allé installer le jeune homme, son fils. Et brusquement, il y a une guerre contre cet enfant. Vous vous rendez compte? L'enfant pleure encore son père. C'est maintenant qu'on l'accuse déjà qu'il a volé l'argent pour s'acheter des costumes en France. Depuis une semaine, c'est de ça qu'on parle, contre lui. Et on cite nommément parce que le secrétaire d'État russe était au Tchad. Mais curieusement, le dépôt de munitions a explosé. Qui fait exploser les magasins de bombes et tout ça? Et on a fait la même chose au Cameroun. Nos munitions ont explosé au Cameroun. C'est en ces temps, nous savons que le précaré, à l'heure actuelle, c'est que la France, nommément Macron, essaie de monter les autres États européens pour combattre la Russie.
et revenir récupérer leurs colonies. C'est là où le jeu passe. Et les pays africains sont complètement endormis. Ce n'est pas le temps de dormir. Ceux qui se sont réveillés, je félicite les frères du Mali, du Burkina Faso, la Guinée, etc. Ils se sont réveillés, ils veulent absolument commencer à être responsables de leur pays. Ça, c'est ce que tous les pays africains devraient faire. Au même moment qu'on dise que nous voulons aussi nous gérer d'une façon libre. Le Cameroun a la possibilité de le faire sans passer par les mêmes méthodes que les autres. Alors, l'histoire du Cameroun est très intéressante. Vous savez pourquoi les Chinois sont là? Même les Russes. C'était les amis des UPCistes qui sont devenus les amis du Cameroun. Si jamais ils sont de bons amis, moi je vais applaudir l'UPC. Parce que les milliers d'UPC sont assassinés au Cameroun sous prétexte qu'ils sont pro-chinois, pro-russes. Donc si je dois lire entre les lignes, puisqu'on n'aura pas moyen de faire le cours tout entier sur les théories autour de la démocratie, si je dois lire entre les lignes, d'après vous, tous ces pays occidentaux, vous parlez de la France entre autres, contrôlent ces pays africains parce qu'ils sont eux qui décident de ceux qui doivent être présidents et que ce qu'on fait comme démocratie n'en est pas une. Oui. D'accord. J'ai dit que oui. Oui, le précaré français, nous devons sortir dans le précaré français et devenir des pays librement indépendants. Là, on pourra associer avec tous les autres États africains pour faire de l'Union africaine quelque chose qui peut gérer l'Afrique. D'accord. Donc, à ce moment, ce n'est pas le temps de faire ce que nous faisons. C'est le temps de se dire, est-ce que nous devons être parmi ceux qui ont donné l'indépendance en Afrique? Est-ce que nous devons être à la traîne? Est-ce que ce que nous faisons, nous allons passer notre temps à nous insulter entre nous? Donc, il faut maintenant balayer tout ça et revoir l'avenir du Cameroun et l'avenir de l'Afrique. D'accord. Angelo Toli, pour Simon Mbila, on est seulement, on existe grâce à ceux qui nous ont colonisés autrefois. Nos dirigeants, d'après lui, ne sont pas choisis véritablement comme cela doit être fait par le peuple, dont il n'y a pas de démocratie. Ce n'est qu'un rêve, et un rêve qu'il appelle de tous ses voeux, qui puisse prendre forme finalement, que tous les pays africains se réveillent et décident de prendre véritablement cette indépendance dont ils ont besoin pour implémenter leur démocratie dans leurs différents pays selon leur bon vouloir. À votre avis, vous suivez la même direction ou vous avez un autre regard sur la démocratie en Afrique? Non, la vérité, c'est il n'y a pas de démocratie véritable au Cameroun. Parce que quand on parle des principes simples de la démocratie, on parle de séparation de pouvoir, législative, judiciaire, législative. Quand on parle de démocratie, on parle d'élections libres et transparentes. Tous ces éléments ne sont pas disponibles. On ne peut pas parler de démocratie au Cameroun. Nous le savons. Si on laisse les gens, les acteurs politiques bavarder, c'est parce qu'ils se disent on peut pas vous fouetter tous les jours et on vous empêche de crier comme nous le faisons là. Mais nous sommes d'accord que l'Afrique doit se développer. Nous avons eu les mouvements du monde. Les grands blocs, à un moment, ont eu leur tour au soleil, leur place au soleil. Il faudrait que l'Afrique, qui est le continent de l'avenir, se développe. Et ça va passer par les nouveaux acteurs. Dans les années 90, dans les années 60, nous avons eu des leaders qui avaient une vision grande de l'Afrique. On les a éliminés. On a éliminé tous ces leaders. Et aujourd'hui, dans nos États, nous avons des marionnettes qui sont là, qui sont incapables de leadership et de vision claire, même pour leur propre pays. Il est inadmissible, ça relève de la sorcellerie qu'un monsieur soit resté 42 ans de pouvoir absolu et que Yaoundé n'ait pas de route. On peut trouver l'excuse en disant le précaré, l'ingérence, l'influence française, mais est-ce que c'est l'influence occidentale qui nous empêche de faire des routes? Oui. Est-ce que c'est cette influence qui nous empêche de
de penser un système éducatif qui permette de construire le Cameroun de demain avec une formation de pointe. Oui. Une formation adaptée. Oui. Mais si... Je vais le prouver. Non, monsieur, très cher parent. France Fanon disait que chaque génération découvre sa mission, choisit de l'accomplir ou de la trahir. Nos parents n'ont pas accompli leur mission. Non. Laisse ouvrir les parenthèses. Permets que je ouvre les parenthèses. Je vous écoute. Quand on parlait de conditionnalité dans un État, ces conditionnalités nous ont conduit à détruire notre ceinture industrielle qu'on avait commencé à mettre en place. Pour quel intérêt? Écoute-moi. Quand on a supprimé la Camer, les ports en Afrique, la France est venue remplacer. Les chemins de fer du Cameroun sont entre les mains des Français, les ports et tout. Alors, le système qu'on appelle les précarés et le néocolonialisme, c'est ça. Nous appliquons leur programme. Moi je crois, quand on regarde la manière dont le Cameroun est gouverné, le chef de l'État a su faire avec la France, a su, en politique, expérimenter, faire avec la Russie. Parce que il est ami avec la Russie, il a diversifié ses partenariats pour ne pas être lié absolument à un seul partenaire. Je crois qu'à ce niveau, on peut dire qu'il a fait le maximum d'efforts pour se libérer. On vous dit qu'il y a des accords coloniaux qui n'ont pas été renouvelés, certaines concessions qui n'ont pas été renouvelées. On voit Bolloré qui est mal à l'aise au Cameroun. On voit beaucoup d'entreprises françaises qui sont de plus en plus en train de démanteler. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Le peuple camerounais, au-delà de grands discours, parce qu'on est toujours en train de parler d'un complot colonial qui est là depuis 60 ans, 70 ans, pour nous empêcher de nous développer. Pourtant, on regarde les pays là où ils sont installés, comme en Côte d'Ivoire, qui se développent. Je ne pense pas, sauf naïveté de ma part, qu'ils ont intérêt à ce que l'Afrique ne se développe pas, pour que l'immigration soit de plus en plus poussée et on se retrouve dans leur territoire. Non. Je crois que nos gouvernements, nos responsables politiques ici, auraient pu faire preuve de courage. On a eu de mauvais responsables qui n'ont aucune vision pour leur État et qui n'ont aucun courage pour mener à bien leur vision. Quand vous me dites, le chef de l'État a voulu de la démocratie, et après avoir fait 42 ans de pouvoir absolu, est-ce que vous savez que le moindre greffier qui est au tribunal des ECA est nommé sur décision du président de la République? Le moindre greffier, quelqu'un qui a tous ses pouvoirs, a été incapable de faire la moindre chose. Est-ce qu'il était volontaire? On lui a imposé ça. Dans tous les cas, nous pensons que M. Biya, le chef de l'État, avec tout le respect qu'on a pour son âge, ne peut plus rien. D'ailleurs, en tant que président, moi c'est un avis personnel, je crois qu'il n'a pas été un bon travailleur. S'il avait été bon travailleur, il devait faire minimalement tous les mois un conseil ministériel pour demander des comptes à ses collaborateurs. On est encore en train de questionner la démocratie. Oui, justement, on fait ça. Faire le bilan du président. Monsieur le président ne peut plus rien. Le pays dans lequel il nous a laissé, il y a l'absence de démocratie véritable. On peut voir le comportement du ministre, ou alors le comportement de certains ministres qui s'ingèrent partout. Regardez comment le football est géré avec l'affaire FECAFOOT, MINICEP. On peut voir le MINAT qui s'ingère dans les activités du PCRN. On peut voir le même MINAT qui empêche aux partis politiques de se mettre en coalition. C'est des abus comme ça qui démontrent à suffisance qu'on n'est pas dans l'état de droit. Et l'état de droit est le premier élément de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Et M. Biya ne pourra pas. Il est question pour le peuple camerounais de se lever. On va faire le choix. Soit par les urnes, soit on va avoir notre choix. On va continuer à pleurer soit 7 ans, soit appelé d'une autre manière. Bon, de toute façon, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait élection aussi. Donc, d'une manière comme d'une autre. On est obligé de sortir pour suivre ces élections-là. Voilà. Et bien, merci. Votre regard. Non, en réalité, ou il faut dire que la démocratie en Afrique est une réalité et une utopie. Parce que j'aurais bien voulu avoir assez de temps pour expliquer vraiment des choses. Expliquez, je vous accorde 4 minutes radicalement. Je suis des juste là, je ne vais pas beaucoup. Bon, en même temps, ce n'est pas la conférence. Bon, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Ouais. Je dois d'abord dire que quand on parle des systèmes politiques,
La démocratie n'est pas déjà le meilleur système politique. Vous voyez, le pouvoir du peuple, ce n'est pas le meilleur système politique. Pour ceux qui ont créé ces choses-là, la démocratie est d'abord le pire des systèmes politiques. Pourquoi? Parce que le peuple ne peut pas véritablement exercer le pouvoir pour des raisons comme des philosophes comme Platon avaient dicté. C'est pour cela qu'ils ont pensé qu'il fallait un système aristocratique. C'est-à-dire ce système qui était porté par des gens qui avaient une connaissance, qui avaient la lumière, qui avaient le sens de l'État pour être plus simple, qui avaient un sens du bien-être, du bien commun. Ceux-là qui pouvaient conduire le peuple sur la voie du droit chemin. C'est ceux-là qui devaient avoir le conduit des affaires. D'autres ont pensé qu'il fallait que le pouvoir soit confié aux hommes riches, c'est-à-dire, comme les Américains, la plutocratie. C'est-à-dire que c'est les hommes riches qui devaient organiser la société en fonction des intérêts et redistribuer les cartes. Donc il y a pas mal de systèmes politiques comme ça que les gens ont imaginé. Mais pour revenir donc à l'Afrique, est-ce que la démocratie c'est à l'Afrique? Non. Nous avons nos communautés. Faisons un petit tour dans l'anthropologie politique, même dans l'ethnologie politique. Vous verrez que la démocratie dont nous parlons aujourd'hui, nous l'avons tropicalisée tout simplement. Parce qu'elle est d'abord venue dans des conditions que nous tous nous savons. Le discours de Bol en 1990, c'est-à-dire l'aide en Afrique est conditionnalisée par l'ouverture. C'est-à-dire si vous n'avez pas le multipartisme, on ne vous aide plus à construire des écoles et des routes. Ce vent-là soufflait un peu partout. D'autres même pensaient que c'était une nouvelle vague de coups d'État parce que ça a raflé aussi beaucoup, parce que ça allait dans tous les sens. On a vu des présidents qu'on a chassés, on a vu des présidents qui sont revenus. À la fin, le peuple même allait dans tous les sens. Et puis, mais le Cameroun a essayé. C'est pour ça que je parle de tropicaliser la démocratie. C'est pour ça qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. Quand il dit 42 ans de pouvoir, ça veut tout simplement dire que dans nos chefferies, dans nos communautés, le chef, ce n'est pas quelque chose qu'on donne un mandat. C'est des réalités sociologiques. Un chef en Afrique est éternel. Oui. Ça, c'est la vérité, monsieur le doyen. Ça fait mal. Mais je dis que c'est dans nos mentalités. Non. Laissez-moi parler. Moi, de réclame. Quelle démocratie? Vous réclamez quelle démocratie? Il faut étudier la chef est éternel. Il faut étudier l'anthropologie politique aujourd'hui. On est mal barré. Pour comprendre qu'aujourd'hui, nous avons besoin des hommes d'État. Parce que c'est là où il faut insister. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir sont animés par l'intérêt général ou bien par des égoïsmes? Est-ce que lorsque nous disons que tel doit faire ceci, tel doit faire cela, dans un contexte multicommunautaire aujourd'hui, le tribalisme et tout ce que nous savons là, est-ce qu'on peut voir aujourd'hui des gens qui excellent pour dire que je vois le Cameroun comme étant une famille à laquelle, si je suis là, je vais d'abord servir? Est-ce que les communautés pensent que si un des nôtres n'est pas à la tête de l'État, le Cameroun n'est pas bien dirigé? Voilà les freins donc à cette démocratie dont vous parlez là maintenant. Or, il se trouve tout simplement que la démocratie c'est aussi une culture. C'est également un niveau de vie économique, scientifique, culturel. Allez voir l'histoire des pays développés. Vous allez voir qu'au Japon, par exemple, pour que ce pays se réalise, qui a été sauvagement détruit, ça n'a jamais été la démocratie. Allez en Chine, les pays émergents, ils n'ont jamais appliqué les principes de la démocratie pour évoluer. Ça, c'est des faits. Mais nous, puisque nous sommes des petits colonisés à qui on a besoin de choses, depuis, est-ce qu'on a évolué? On pense donc que c'est la démocratie qui est la solution à nos problèmes aujourd'hui. On ne respecte plus les aînés, on fait n'importe quoi et on dit au nom de la démocratie, on peut parler comme on veut. Et pourtant, les blancs sont conscients. Ceux qui nous pillent, ceux qui continuent à avoir une même mise sur nous, ils savent que nous, on ne va jamais s'entendre sur ces principes démocratiques, compte tenu de ces freins identitaires qui nous lient encore aujourd'hui. Mais moi, je dirais tout simplement que la démocratie n'est possible que si nous avons des hommes qui ont une vision, qui traversent les communautés, qui traversent les régions, je ne sais pas trop les appartenances, et ainsi de suite, pour avoir une conscience nationale, des hommes républicains qui ne font pas forcément que parce que c'est tel de ma communauté. Or, aujourd'hui, les partis politiques tels qu'ils évoluent,
Vous le savez très bien. Qu'on n'a pas un véritable parti politique qui peut faire une adhésion nationale parce qu'il n'y a pas de leader qui soit capable de s'élever et de dire de la communauté. Voici un projet que moi je présente où chacun va donc avoir une adhésion. Donc tout ce que nous faisons là aujourd'hui, comme Jacques Chirac l'a dit, la démocratie reste un leurre pour des pauvres. Parce que c'est un problème de culture, pour de mentalité. Et là, vous balancez donc ça sa tête comme ça, ça va dans tous les sens. Rosalie. Une minute. La famille ne peut pas avoir la démocratie. Oui, une minute, je vous donne une minute. Je suis absolument ulcéré. Pourquoi vous êtes Parce que nous sommes devant nos intellectuels. Je suis obligé de dire la vérité. Je me demande quand un savant devient fou, comment on doit l'appeler. Un savant fou. Je ne peux pas concevoir qu'on dise que la démocratie est un luxe pour nous. N'est pas pour nous, par exemple. C'est un leurre pour les pauvres. Je ne peux pas penser qu'il y avait des Africains, des Camerounais qui avaient cette hauteur d'engager un combat pour que nous soyons... Ils sont où? Vous les avez assassinés. On continue encore avec Cabral. Écoute bien. Non, laisse Cabral, c'est un acrobate aussi. Je vais dire ceci. On a eu des personnalités au Cameroun, en Afrique, qui ont rêvé l'indépendance, qui ont prêché la solidarité africaine. L'unité. Aujourd'hui, nous avons prêché qu'il faut une réconciliation nationale parce que ceux qui nous ont gouvernés, ils nous ont opposés les uns les autres. Et aujourd'hui, quelqu'un peut me dire que la démocratie n'est pas une bonne chose. C'est la chose la plus pire que j'ai comprise ici. D'accord. J'insiste là-dessus. Non. La démocratie que nous cherchons. C'est le pire des systèmes de gouvernement. C'est la volonté populaire qui se dit nous voulons vivre ensemble et choisir ensemble nos dirigeants, choisir les lois qui vont nous gouverner. Mais quand on a placé quelqu'un qui devient éternel, qui utilise les mêmes lois coloniales, et nous avons les mêmes problèmes comme les pays colonisés, nous voulons en parler, on me dit non, la démocratie n'est pas une chose. Non. Moi je ne condamne pas quelqu'un, je dis, nous, là où nous en sommes, c'est une catastrophe. Il faut absolument que les Camerounais se battent pour instaurer la vraie démocratie dans ces pays. Si nous ne pouvons pas le faire, vous verrez, ça sortira d'où? Ça sera comme un abcès. Le problème camerounais, c'est un abcès. Il faut le soigner. Sinon, ça va exploser. D'accord, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je voudrais apporter une précision. 2018, on a investi par Parti Univers. Nous voulons que Cabral soit le secrétaire général du Parti Univers. Pourquoi? Le professeur Koumvondo dit non, allez créer votre parti. Non, simplement parce qu'il pense que si nous venons en masse, au prochain congrès, on peut faire de Cabral le président et nous allons créer votre parti. Non, c'est pas ça. Je vous parle à l'eau Minat. Les 15 personnes qui voulaient créer le parti, tout est enjoué là-dedans. Nous sommes allés le professeur faire une assemblée générale le congrès. Monsieur Messi, j'ai transporté le professeur peut-être 2 fois à l'issue des réunions qu'on faisait à Avenue Kennedy. Nous avons fait une assemblée générale constitutive. Nous avons créé un parti. Oui. 3 mois après, le ministre a refusé de légaliser le parti. Bon, un camarade nous dit, pour aller aux élections, on prend le parti. Oui. Donc, ce que vous dites là, mon père, c'est pas tout à fait vrai. On n'a pas fait preuve de mauvaise foi. On a fait de mauvaise foi avec Koumvondo. Non, du tout. J'ai lu la lettre de Koumvondo. La disait que n'a jamais refusé à Libye quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. C'est Libye qui voulait devenir le patron de son parti. Cabral, mais c'est pas vrai. Ce que vous dites là, c'est de la politique politicienne. C'est des manœuvres pour salir l'homme. Merci. J'ai déjà causé avec lui. Il a écrit, je vous dis, Koumvondo a posé un acte humain. Je suis un contemporain. Je raconte une histoire. Je suis un contemporain de l'histoire. J'étais
Vous n'étiez pas là. Moi, j'étais là. On vous a rapporté des choses. Je suis là. Je suis là. Donc merci vraiment de rétablir la vérité. C'est un agent de raconter des choses qui sont pas. Et pourquoi avoir posé un acte alors qu'il est encore militant? Oui, monsieur. Poser un acte positif. Oui, monsieur Messi, nous sommes en République, ce n'est pas le village. Le Cameroun n'est pas une chefferie. Et en Afrique antérieure, lorsque le pharaon ou le roi ne respectait pas son peuple en améliorant ses conditions de vie, on lui coupait la tête. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. Merci à Angelo Toli, merci à Messi et merci beaucoup à Simon Bila de trouver toujours beaucoup de temps pour venir partager avec nous sa sagesse. Nous, on se donne rendez-vous demain. Les esprits se sont affrontés. Je crois que la lumière a jailli encore ce soir. Il fasse la paix avec Oumvondo. Il ferait la paix. Merci. Merci à mon bébé qui est au mixage vidéo et quasiment à la réalisation de ce programme ce soir. Merci également à Jean-Martin Keifak. Je vous laisse en compagnie du journal en anglais, une présentation d'Hermine Ilouga. En principe, de toute façon, le journal en anglais, 19h, 20h en français. Nous sommes mercredi, s'il vous plaît. Affi Sport, c'est à 21h, bien entendu. Donc, Lénis Ndiélé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour la dernière de la semaine. Respect, monsieur Donive. À très vite.